Un mot pourrait suffire à qualifier le XVIIIe siècle: effervescence. Comme la Renaissance avant lui, le siècle de Voltaire enclenche une série de bouleversements majeurs auxquels les habitants du Val-de-Loire prennent leur part. Si le terme de bouleversement convient à l'époque, d'autres y préféreront sans doute celui de progrès. N'est-ce pas, monsieur de Lavoisier ? Sa connotation rend en effet mieux compte des évolutions de l'époque, me semble-t-il. Quel regard le père de la chimie moderne porte-t-il sur le siècle qui l'a vu naître ? Le XVIIIe siècle est une période de grands progrès. Les villes ligériennes sont d'ailleurs prises dans cet élan d'ouverture culturelle. Histoire, sciences, agriculture, art, aucun domaine n'échappe à la curiosité intellectuelle de celles et ceux qui y contribuent. À commencer par les philosophes et les scientifiques qui fréquentent les salons, les académies et les loges maçonniques, qui se multiplient alors. Sans oublier les sociétés savantes, où circulent aussi bien les idées que les grandes œuvres de l'époque. Les intellectuels qui les fréquentent sont notamment au cœur des débats publics sur l'égalité naturelle des hommes ou la dégradation de l'environnement. Phénomène remarquable, l'élite éclairée qui profite de leur lumière s'élargit progressivement à la bourgeoisie. Quel trait la caractérise selon vous ? Qu'elle soit issue du commerce et de l'industrie ou de l'administration des généralités, cette classe sociale émergente prospère. Les hôtels particuliers et les maisons rurales qu'elle se fait construire à la périphérie des villes n'ont d'ailleurs rien à envier aux propriétés de l'aristocratie. Une aristocratie dont elle adopte aussi les habitudes. C'est vrai, la bourgeoisie fréquente les théâtres, les salons littéraires, se rend aux concerts. À Orléans, le public s'initie à la danse sous la houlette du maître Jean Robert. Quant aux écoles de dessin ligériennes, ouvertes aussi bien aux futurs professionnels qu'aux amateurs, elles sont parmi les premières du royaume. Peu à peu, les savoirs se démocratisent. Les progrès de l'alphabétisation rendent la presse naissante accessible à un public de plus en plus large. Et grâce à elle, le peuple s'ouvre peu à peu aux actualités politiques, culturelles, mais aussi scientifiques. Un dernier domaine dans lequel le Val-de-Loire se fait particulièrement remarquer. Il est vrai qu'à l'époque, la région est un foyer d'avancées scientifiques majeures. Des initiatives novatrices y voient ainsi le jour, comme la création d'un collège de chirurgie en Touraine, la formation des sages-femmes, ou encore le perfectionnement du secours aux noyés. À Nantes, le public a même la chance d'assister à l'un des premiers vols de montgolfières au-dessus de la ville. Un tourangeau de votre connaissance, Jean-Baptiste Meunier, participe d'ailleurs activement à cet exploit. Notons toutefois que, malgré ces spectaculaires innovations, les modes de vie traditionnels ne désertent pas les villes, à l'image du compagnonnage dont les rites et les fêtes continuent de rythmer la vie citadine. Quant aux traditions rurales, elles restent également fermement enracinées dans les campagnes, lesquelles souffrent au XVIIIe siècle, il faut bien le reconnaître. Il est vrai que plus d'une fois, les aléas météorologiques mettent à mal les récoltes et la pénurie menace les paysans. Pour autant, même si le quotidien est rude, le divertissement n'en est pas exclu. Les fêtes, notamment religieuses, y sont nombreuses et les occasions de se livrer à des jeux comme la quintaine ou le pavois ne manquent pas. Le Val-de-Loire attire également les membres de l'aristocratie en quête d'une villégiature paisible, loin du tumulte de la cour. Certains y cherchent même un cadre agréable pour apaiser leur exil. Madame de Pompadour, joignez-vous à nous. Vous avez acheté et fait transformer le château de Ménard par le célèbre architecte Ange-Jacques Gabriel. Pouvez-vous nous raconter ce qui se passe derrière ces hauts murs ? Comme chez mon voisin le duc de Choiseul, le plaisir y a toute sa place et la nature y est célébrée conformément à l'esprit du temps. Repas en plein air, fêtes champêtres à la lumière des lampions, chasse, canotage, le tout dans une ambiance d'exquise galanterie. Ainsi s'écoulent les jours et les nuits. Aussi paisible soit-elle, cette vie de château n'est pas hermétique à l'effervescence intellectuelle de l'époque. Le domaine de Chanteloup devient par exemple le théâtre d'expérimentations agricoles prometteuses.
Quant au château de Chenonceau, il accueille un temps un certain Jean-Jacques Rousseau, qui profite des nombreux instruments de son cabinet de physique. Les invités illustres ne sont pas les seuls à partir à la découverte du Val-de-Loire. Au fil du temps, la région attire de plus en plus de visiteurs. Ses charmes sont d'ailleurs décrits avec force détail dans de nombreux guides et récits de l'époque. Il faut dire qu'à mesure que le temps passe, la région devient plus accessible. Le réseau de transport se développe tout au long du siècle et les routes sont de bien meilleure qualité. C'est indéniable, jugez plutôt. En 1765, il faut 5 jours pour gagner Tours depuis Paris. Il n'en faudra que 2 en 1780. Et 3 ans plus tard, un service de diligence reliant au réseau Orléans à toutes les grandes villes du Val-de-Loire. Notons toutefois que cette montée en puissance du transport routier est progressive. Il faudra ainsi attendre le 19e siècle pour qu'il finisse par supplanter le transport fluvial. Toutes les grandes transformations exigent du temps, mais elles finissent toujours par advenir. Je suis bien placée pour le savoir, et Monsieur de Lavoisier ne me contredira pas.